Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau monsieur Abdoulaye Seydou Sow. Il est le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, en même temps responsable de l'APR à Kaffrine. Bienvenue à vous, monsieur Sow. Merci, madame Baké. C'est tout un plaisir de partager avec vous cette prestigieuse émission dénommée Opinion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je pense pouvoir avoir la liberté d'exprimer toutes mes opinions. Ça, c'est absolu. Et c'est déjà acquis. Merci. Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, retenons que vous êtes administrateur civil, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, président de la Ligue de football amateur et président du conseil d'orientation du PRODAC et responsable de l'APR à Kaffrine. Est-ce suffisant pour vous introduire? Bon, j'estime que vous avez dit l'essentiel. L'essentiel de ce qui fait mon activité professionnelle et politique. Monsieur Sow, on vous prend tout d'abord avec votre casquette de dirigeant du football sénégalais. L'équipe féminine du football a été éliminée de la CAN 2018 après sa défaite contre l'Algérie. Quelle est votre réaction? Bon, je dois dire que vous aurez pu commencer l'émission par une... nous avons énormément de bons résultats. Et on aurait pu commencer par la qualification de la Coupe, mais vous avez commencé parce que vous êtes une femme, vous parlez de football féminin. Bien sûr. Je dois dire que nous sommes dans un processus de construction d'un football féminin qui puisse être représentatif en Afrique et dans le monde. Depuis que nous sommes affiliés à la CAF et à la FIFA, nous n'avons participé qu'à une phase finale de Coupe d'Afrique en football féminin. C'est encore insuffisant, mais le travail est là. Aujourd'hui, il y a quelques années, notre équipe nationale de football féminin était battue par 3-0 ou 4-0 par les grandes nations. Aujourd'hui, les écarts ont été considérablement réduits. À l'aller, le Sénégal a battu l'Algérie ici 2-1. Au retour, notre équipe a perdu 2-0. L'essentiel, c'est d'en tirer les leçons et de savoir que nous sommes sur un travail, et ce travail le poursuivre. Et dans quelques années, il va donner des fruits. Aujourd'hui, nous avons un football féminin structuré. Il y a des difficultés. Vous savez, c'est lié aussi à notre culture. C'est lié aussi à la place de la femme dans le sport au Sénégal. Donc il y a autant de paramètres environnementaux, sociologiques, que des hommes et des femmes dans les clubs sont en train de se battre pour changer les donnes. Il aurait été bien que nous soyons en Coupe d'Afrique de football féminin. Ça aurait peut-être encouragé davantage ceux qui font toujours ces efforts à la base. Mais Dieu en a voulu ainsi. Il faut s'en remettre et accepter le verdict sportif. D'accord. Alors, quels sont les problèmes que vous avez décelés d'une manière provisoire au cours de la compétition? Oui, mais ça, c'est sur le plan technique. Sur le plan technique, c'est aux entraîneurs et à la direction technique d'en tirer les leçons. Mais nous, au niveau fédéral, il faut simplement réfléchir davantage à combien de moyens, renforcer les moyens du football féminin, renforcer l'organisation du football féminin, renforcer le dispositif de manière générale du football féminin. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, il y a des championnats, mais des championnats qui se déroulent difficilement. Il y a aussi les questions d'infrastructure. Malheureusement, nos filles ne peuvent pas jouer au moment voulu. Parce qu'il y a une question d'infrastructure à Dakar, comme dans les autres régions. Aujourd'hui, certains clubs de Dakar sont obligés d'aller jusqu'à Toubab Diallo pour jouer. Pour des filles, c'est encore un problème. La plupart des filles aussi sont scolarisées. Vous savez, le monde scolaire a des contraintes. Et ces contraintes-là ont des conséquences. C'est pourquoi la fédération, au nom de laquelle je parle, son rôle, c'est surtout de travailler à davantage, plus de moyens pour le football féminin, mais à davantage améliorer le cadre environnemental. Dans le championnat national, le comité d'urgence a décidé la relégation de 3 équipes, alors que c'était 2 qui étaient prévues. Pourquoi? Oui, mais ça, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un cas de force majeure, il y a des réaménagements à faire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur cette affaire? Ouakam, au moment où le championnat démarrait, Ouakam était rétrogradé. Et au cours du championnat, le tribunal arbitral de sport a donné à réintégrer Ouakam. La Ligue professionnelle comme la Fédération sénégalaise de football ont pris acte de décision du TAS et ont décidé de la mettre en œuvre. Forcément, nous avions 14 clubs, on aura 15 en L1. Et nous avions signé avec la FIFA une charte. C'est une charte conventionnelle, c'est vrai, mais une charte organisationnelle qui nous permettait de maîtriser les paramètres du développement de notre football. Et cette charte-là
demander à ce qu'au Sénégal, ce qui est le mieux, c'est d'avoir un championnat de L1 à 14. Si nous voulons, dès l'année prochaine, respecter ce cadre-là, au lieu de faire descendre 2, il fallait faire descendre 3. C'est ça un cadre de force majeure qui s'est imposé. Le comité d'urgence, conformément aux dispositions réglementaires, a pris cette décision et le comité exécutif l'a entériné. Donc, et vous ne vous êtes pas penché sur le sort des 3 équipes qui ont été reléguées? Mais madame, dans tous les cas, il faut des relégations. Il y a eu une relégation supplémentaire. Forcément, je te dis que c'est un cas de force majeure. Le cas de force majeure s'explique fondamentalement, d'abord par son imprévisibilité. Rien n'avait été prévu sur cette question. Aujourd'hui, si nous voulons revenir à un championnat à 14, comme nous l'avions signé, nous tous, mais il va fondamentalement faire descendre 3 équipes. Et ça a des répercussions, même au niveau du football amateur que je dirige. Et pourtant, ce n'est pas le football amateur qui a créé ce problème-là. Mais nous sommes dans une pyramide, et quand on touche le sommet, forcément, on touchera la base. Oui, à travers cette décision, n'avez-vous pas l'impression que le TAS vous a désavoué en tant qu'instance dirigeante du sport au Sénégal? Pas du tout. Vous savez, d'abord, il faut savoir, madame, qu'il y a un principe qui sépare les organes juridictionnels des organes administratifs. Nous sommes des administratifs. Nous n'avons rien à voir avec les décisions des organes juridictionnels. Il y a une commission de recours qui a pris une décision. D'abord, avant la commission de recours, il y a la commission de discipline de la Fédération de la Ligue de football professionnel qui a pris une décision qui a été confirmée par la commission de recours. Quand la commission de recours confirme la décision de la commission de discipline, elle ne demande pas l'avis du président Senghor, elle ne demande pas mon avis. Elle demande l'avis d'aucune structure. Elle est indépendante et autonome. Comment voulez-vous que des décisions comme ça puissent nous choquer? Non. Mais sur le fond, fondamentalement, cette affaire est une affaire extrêmement grave. Le 15 juillet, il y a eu 8 morts d'hommes. Le 15 juillet, il s'est passé des choses. Donc que le TAS, je ne vais pas aller dans le fond. J'attends d'abord la décision, la motivation de la jusqu'à présent, on ne nous a pas jusqu'à présent, vous ne l'avez pas reçu. Le TAS n'a pas encore donné la motivation de la décision. Il ne donné que le dispositif. Toutefois, vous avez réintégré l'US Ouakam dans le championnat. Oui, c'est sur la base du dispositif. Quand la décision, c'est comme le juge, quand il donne la décision, les gendarmes qui sont prédisposés exécutent. Mais là aussi, nous exécutons en attendant maintenant de voir la motivation de la décision. En tout cas, personnellement, je suis un peu surpris qu'on dise que le TAS dise que les forces de sécurité étaient insuffisantes. Le TAS n'a mené aucune enquête au Sénégal. Je suis surpris que le TAS dise que le stade Demba Diop ne répondait pas aux normes, alors que le TAS n'a, comme en réalité, aucune enquête, n'est pas venu voir. Donc, j'ai des réserves, comme tout citoyen, comme tout acteur. Quand une décision de justice sort, il ne laisse que le commentaire, vous la commentez. Mais cette décision, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle s'applique à nous. Y a-t-il pas de recours à faire non, il n'y a aucun recours possible. En tout cas, à mon niveau, il n'y a aucun recours possible. Et au niveau de la fédération? Oui, c'est ce que je dis. Moi, je parle au nom de la fédération. Oui. Mon titre personnel n'a aucune valeur ici. Oui. Mais ce qui est important, c'est que c'est dans nos textes, dans les textes de la fédération, de la FIFA, le TAS est le dernier recours. Et nous considérons que c'est le dernier recours. Oui. Mais là, les Wolofs disent aujourd'hui, cette question, nous devons la dépasser. Elle a été douloureuse, difficile. Et elle a enchaîné des conséquences dramatiques. L'heure est venue, maintenant, non pas d'oublier, mais de pardonner. Comme ce matin, le président Senghor en a fait l'appel à l'Assemblée générale devant tous les clubs du Sénégal. Il nous s'agit aujourd'hui de nous réconcilier avec nous-mêmes et de nous dire plus jamais ça, et de chaque instance, chaque organe, chaque organisation du monde sportif soit davantage plus prudente et prenne toutes les dispositions pour demain se prémunir de tels graves dangers. À Mbour, est-ce que les plaies se sont cicatrisées? Je le souhaite. Je sais que le mal est profond. Je sais, d'ailleurs j'ai dit hier en comité de justice, je ne parlerai plus de cette question. Mais je ne sais pas, c'est pas par mépris ou manque de considération, mais je considère que cette question est suffisamment grave, a été suffisamment discutée, a été parfois même suffisamment politisée, qu'il faut la sortir de cela. Nous avons vécu ce mal, chacun dans sa chair et son os, les mourra peut-être davantage, mais aujourd'hui nous devons être à l'heure du pardon, à l'heure de la réconciliation de la famille sportive pour ensemble relever. Et qu'est-ce que vous faites du mea culpa de l'organisation? Oui, mais ça, sur cette question aussi, madame, je pense que la Ligue de football professionnel a suffisamment répondu. La Ligue de football professionnel avait pris toutes les dispositions, en tout cas à son avis. Maintenant, que le TAS estime que ces dispositions étaient insuffisantes, je vous l'ai dit tantôt,
cette décision, bonne ou mauvaise soit-elle, elle est remontée aujourd'hui totalement de l'autorité de la chose jugée. La prise en charge, M. Abdoulaye Sow, de la petite catégorie pose problème selon certains acteurs du football. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Bon, ça aussi, je ne comprends pas parfaitement ce que vous voulez dire, mais depuis que nous sommes au niveau de cette fédération, depuis que le président Senghor dirige cette fédération, les efforts qui ont été faits pour la petite catégorie, aucune fédération ne l'a fait. Le monde ne s'est pas fait aussi en un jour. Aujourd'hui, nous avons toutes les ligues du Sénégal reçoivent des montants, des fonds destinés exclusivement à la gestion de la petite catégorie. L'infrastructure de Toubab Diallo aujourd'hui nous permet de prendre les équipes de jeunes, de U17, de U20, de les regrouper convenablement, ce qui n'existait pas. On attendait une semaine avant le match, on rafistolait une équipe et on l'a présentée et elle était éliminée au premier tour. Ceci n'a pas manqué d'avoir de très bons résultats. Nous avons, en U20, nous avons participé à 2 finales de Coupe d'Afrique. Nous avons participé à 2 Coupes du Monde. En U17, nul était ce qui s'est passé en Guinée, on se serait qualifié pour la 2e fois en Coupe d'Afrique en U17. Donc, il y a quand même un travail qui a été fait. Mais il y a quand même des difficultés. Les difficultés sont essentiellement liées à l'octroi d'une carte internationale au Sénégal. Nous avons une culture, nous avons un environnement sociétal qui est là. Les garçons, tant qu'ils n'ont pas encore 18 ans, il est difficile de leur faire des cartes d'identité. Et en U17, il faut, la fédération a décidé depuis 85 ans que pour avoir une licence, il faut une carte nationale d'identité. Cette difficulté-là fait que dans certaines régions, on n'arrive pas encore à jouer en cadet. Mais dans d'autres, comme Dakar, comme Thiès, comme Ziguinchor et Saint-Louis, on a, parce que quand même, il faut se reconnaître que dans ces régions, le degré d'urbanisation est plus avancé. Et fondamentalement, elles sont arrivées du moins à faire jouer en Est-ce que les autorités étatiques ont été saisies pour régler ce problème? Oui, ce n'est pas une question d'autorité étatique, c'est une question de volonté individuelle. C'est-à-dire, un Sénégalais qui dit que moi, je ne veux pas avoir la carte d'identité avant d'avoir 20 ans ou 18 ans, tu n'y peux rien. L'État, ce qu'il peut faire, l'autorité, ce qu'elle peut faire, c'est de mettre à la disposition des Sénégalais qui veulent avoir une carte nationale d'identité et qui sont en disposition de l'avoir, qu'ils puissent l'avoir. Aujourd'hui, le dispositif est en place. Mais, encore, il y a des réticences, surtout dans le monde rural, à donner à des jeunes de moins de 17 ans des cartes nationales d'identité. Voilà la difficulté. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire en petite catégorie, il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui viennent voir ce que nous sommes en train de faire et qui pensent que nous avons une bonne expérience. Il reste maintenant à aller encore plus loin. Et en renforçant, comme je l'ai dit avec le football féminin, en renforçant les moyens, en adaptant nos compétitions à nos réalités dans le monde rural. Il ne faut pas aussi, sous prétexte qu'on ne peut pas leur donner des cartes internationales, sous prétexte qu'ils ne peuvent pas avoir des licences, qu'ils ne jouent pas. Ça, il faut arriver à un modus operandi qui nous permet de rester dans le tempo. Mais en petite catégorie, quand même, il y a eu des efforts substantiels qui ont été faits et qui aujourd'hui nous mettent dans une dynamique d'espoir, d'espérance par rapport à des résultats futurs. Et nous parlons du mondial de football qui se prépare en Russie. 5 matchs de préparation. Est-ce suffisant pour mieux outiller nos joueurs? Vous savez, Mme Baké, moi, je ne me prononce que sur des questions que je maîtrise. Oui. L'entraîneur a demandé 5 matchs. L'entraîneur a fait son évaluation. Dans son programme, il a demandé 5 matchs. Le ministère des Sports et la fédération ont accepté et lui ont trouvé ces 5 matchs. Et vous n'avez pas votre mot à dire? Si. Par rapport à cela? Le mot à dire, c'est de rechercher ces partenaires-là, ces adversaires-là. Le mot à dire, c'est d'organiser de telle sorte que nous puissions avoir les moyens de pouvoir faire ces 5 matchs. Nous les ferons. Et je ne vois pas en Afrique un pays qui aura fait plus de matchs que nous. Si je me mais avec des pays comme l'Ouzbékistan, je m'excuse, c'est peu ambitieux. Pour une haute compétition comme le mondial. Est-ce qu'en jouant ce match, c'était pour de l'ambition? C'était pas pour gagner quelque chose. Quel est l'objectif de l'entraîneur en jouant ce match-là? Il avait mis 30 joueurs, alors que dans un match officiel, au maximum, il va convoquer 23. À la Coupe du Monde, ils seront que 23. Donc les objectifs du coach, il les connaît. Et je crois qu'à l'issue de ces matchs contre l'Ouzbékistan et la Bosnie, il y a quand même quelque chose qu'il a pu retrouver, il y a des valeurs qu'il a pu installer. Cela dépend exclusivement de ses objectifs technico-tactiques. Mais encore une fois, là encore, l'équipe, vous savez, en 2002, on a fait une bonne Coupe du Monde. Oui. Mais quelles sont les équipes que nous avons rencontrées en match de préparation? Il faut vous en souvenir. Donc là n'est pas le niveau. Laissons le coach travailler sereinement, laissons l'encadrement à qui l'équipe est confiée travailler sereinement et soyons tous solidaires de ce qu'il fait et prions pour notre équipe. C'est ça l'enjeu. Mais maintenant, nous, Fédération, Ministère des Sports, État du Sénégal, notre rôle,
c'est de trouver les moyens. Et à travers le comité qui a été mis en place il y a quelques jours sous l'autorité du Premier ministre, le rôle, c'est essentiellement d'apporter sa participation à cela, d'encadrer l'équipe, même si la fédération a un monopole exclusif de la gestion sportive, et de faire de cette Coupe du Monde un grand moment de communication au service exclusif de notre pays. Comme la fédération a le monopole de la gestion sportive du football, un budget de plus de 7 milliards pour la campagne du mondial 2018, c'est colossal quand même. Colossal par rapport à quoi, madame? À un pays endetté comme le Sénégal d'abord. Mais vous savez, quand nous décidons de faire le football, quand nous décidons d'aller à un haut niveau, il y a des moyens requis. Si nous regardons les budgets, en tout cas des pays africains, nous serons le plus faible en termes de budget. C'est clair, nous sommes le pays le plus faible en termes de budget. Parce que nous tenons aussi compte de nos possibilités économiques. Mais aussi nos joueurs font preuve de compréhension en sachant qu'ils ne sont pas aussi venus au Sénégal, ils ne sont pas venus jouer pour leur pays, pour simplement de l'argent. Cela, il faut qu'on le comprenne. Maintenant aussi, ce budget, il faut le comprendre, madame. Le budget, c'est jusqu'à la finale. Si nous devions aller en finale avec 7 milliards, mais nous tous nous allions applaudir. Madame, toi-même, vous-même, vous alliez participer au financement si, bien entendu, 7 milliards pouvaient nous permettre d'arriver à une finale de Coupe du Monde. J'estime que c'est un budget parfaitement raisonnable parce que dans ce budget, il y a toute la préparation, il y a toutes les primes jusqu'en finale. Selon quelques confrères, la fédération est à la recherche de plus d'1 milliard de fonds pour financer le mondial. Non, la fédération est à la recherche de plus de 10 milliards. De plus de 10 milliards. Parce que nous sommes en recherche permanente des moyens pour faire fonctionner le football du Sénégal. Ça, c'est pour farcer. C'est pour vous dire en vérité que nous sommes à la recherche de moyens. Nous sommes là pour cela en vérité. Si nous sommes là simplement que pour regarder, observer et suivre, on n'a pas notre place à la tête de cette fédération. Oui. Donc ce que nous avons décidé, qu'est-ce qui s'est réellement passé sur cette question? Nous avons décidé, en accord avec l'État, que les primes de qualification seront payées par la Fédération sénégalaise de football. L'État s'occupera des primes de participation, des primes d'objectifs et des moyens qu'il faut pour une bonne organisation de notre préparation et de notre participation. Rien que les primes des joueurs, de tous les joueurs qui ont participé, ça, et de l'encadrement, ça tourne autour de 1,2 milliard. Au mois de mai, l'équipe sera là. Et il faut payer ces primes de qualification. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons pensé... Il y a un budget qui a été dégagé par l'État du Sénégal. Non, je t'ai dit tantôt que l'État, en accord avec l'État, nous avons décidé, nous, fédération, de payer la prime de qualification. Le budget concernera les autres parties, les autres rubriques du projet que nous avons soumis à l'État. Maintenant, comment faire? On va là attendre les fonds qui viennent de la FIFA. Ces fonds-là viendront après la Coupe d'Afrique, après la Coupe du Monde. Nous avions pensé maintenant qu'il fallait, avec notre banque, discuter parce que simplement, nous sommes sûrs que nous aurons ces fonds-là, que la banque nous préfinance en attendant que les fonds arrivent pour être à jour par rapport aux engagements que nous avons pris. De quelle garantie la fédération dispose pour... Mais c'est la garantie de recevoir, pour cette coupe du Monde, rien que pour notre participation, de recevoir au moins 8 millions de dollars. Cette garantie-là, c'est une garantie suffisante pour avoir quelque chose. En francs CFA? Oui, non, 8 millions de dollars. Cela doit faire combien d'argent? 8 millions de dollars, c'est presque 5 milliards, 6 milliards. Ouais. Donc, c'est une garantie extrêmement... Mais nous n'aurons même pas besoin à recourir à cela. Parce que nous avons discuté avec la FIFA, nous avons discuté avec la CAF, et la FIFA est d'accord pour nous faire une avance qui nous permette d'être à jour avec nos engagements. Parce qu'en Afrique, il faut régler cette question. Ce n'est pas simplement au Sénégal. Les participations des équipes africaines en Coupe du Monde, ces participations-là ont été toujours perturbées par des questions de primes. Et nous avons voulu que cette question-là ne pollue pas l'atmosphère. Il n'y a pas de quoi véritablement fouetter un chat sur cette question. Au contraire, il faut féliciter la Fédération sénégalaise du football pour sa capacité d'anticipation et de prise en charge des problèmes. Fatoumata Samoura, en visite au Sénégal, nous a informé que la FIFA alloue à la Fédération sénégalaise de football chaque année 1,4 milliard. Comment est dépensé cet argent? Ça, c'est quoi ça? Fatoumata, c'est la secrétaire générale de la FIFA. Madame, il faut dire des choses très claires. Ouais. Là, madame, si elle dit, je vous défie de le dire là où est-ce qu'elle le dit. Ça, ce n'est pas exact. C'était en marge de sa visite au Sénégal. C'est pas ça. C'est pas exactement ça, madame. Celui qui vous a informé vous a mal informé. Ah oui? Et c'est quoi, en fait?
il y a un programme Forward, il y a un nouveau programme avec le président Gianni Infantino qui a décidé d'appuyer toutes les fédérations à hauteur de 1,5 million. 1 milliard. 1,5 million De dollars. 1,5 million $. Oui. 1,5 million $. 500 000 $. Suivant des programmes bien définis. Ce n'est pas toutes les fédérations qui auront tous les fonds. Parce qu'il y a des critères, et ces critères-là, vous les respectez, vous avez ces fonds. Vous avez un championnat de football professionnel, vous avez un championnat de football féminin, vous avez de la petite catégorie, vous avez une direction technique, et ces fonds sont alloués à une rubrique. À chaque fois que la FIFA décidera de dégager une rubrique, cette rubrique-là sera après, à posteriori, contrôlée par les auteurs de la FIFA. Donc à ce niveau, le Sénégal, me dire 1,4 milliard, oui. Avez-vous rempli ces critères? Mais nous sommes sur la voie. Aujourd'hui, nous sommes dans une capacité d'absorption organisationnelle qui nous permet de prétendre, au moins dans 1 an, à avoir le maximum de ces fonds. Parce que tous les critères définis par la FIFA, aujourd'hui, nous sommes en train de les remplir. C'est ça le processus, et ça, ce n'est pas simplement au Sénégal. Donc dire que la FIFA attribue une subvention de 1,4 milliard par an, c'est des histoires. C'est des histoires. En lieu et place des primes de sélection, pourquoi ne pas instaurer des primes d'objectifs pour optimiser la performance des joueurs? Mais c'est ça qui est fait. Ah oui? Pour la Coupe du Monde, nous avons des primes d'objectifs. Il faut se qualifier en 8e de finale pour avoir une prime. Si on n'est pas qualifié en 8e de finale, même si tu gagnes les 2 matchs, tu n'auras rien du tout. En deçà des 8e de finale, les joueurs n'auront rien. Ils n'auront rien du tout. Il faut d'abord se qualifier en 8e de finale pour avoir la prime. C'est comme cela, c'est pas depuis que nous sommes à la fédération, hein. Même à la Coupe d'Afrique, le Sénégal, les 2 premiers matchs qu'il a gagnés, ou le 3e sur lequel il a eu, il n'y a pas de prime de match. Il n'y a que des primes d'objectifs. Vous êtes qualifié au second tour, vous avez une prime. Vous êtes qualifié en quart de finale, vous aurez une prime. Voilà les méthodes. Et cette règle-là a été acceptée depuis très longtemps. Cela n'a jamais d'ailleurs posé problème. Ce n'est pas la première fois que vous appliquez ces règles? Non. En tout cas, j'ai trouvé cette règle à la Fédération sénégalaise de football. Et elle s'applique, il n'y a aucun quoi en la matière. Monsieur Sawo, êtes-vous convaincu que la sélection A fera mieux que l'équipe du mondial de 2002? Si je n'étais pas convaincu, je ne serais pas là, en face de vous. C'est-à-dire? C'est parce que je crois en notre football, je crois en notre équipe, je crois en nos joueurs, je crois en notre sélectionneur national, je crois à la capacité de notre pays d'être unis. Oui. Et d'aller à la bataille ensemble. Maintenant, le football, c'est le football, madame. Le football, c'est le football. On peut être meilleur qu'une équipe. Vous avez vu Barça, on la présente comme étant la meilleure équipe du monde. Oui. Vous avez vu les 3-0 qu'ils ont reçus. C'est ça aussi le football, c'est ça aussi la beauté du football. Mais nous sommes tous les Sénégalais de bonne foi, sont aujourd'hui convaincus que nous avons une équipe qui est capable de nous amener au moins au 2e tour. Une équipe qui est quand même un peu faible avec ses matchs amicaux. Capable en quoi? Deuxième nation de football africain dans le monde, vous dites faible? Qu'est-ce que vous appelez faible? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps le Sénégal n'a pas perdu un match officiel? Attention, ne confondons pas les matchs de préparation et les matchs officiels. Les matchs de préparation, comme je vous l'ai dit tantôt, le coach est à la recherche de quelque chose. Ce qu'il recherche, il le sait. Mais laissons-lui le temps de construire. On ne peut pas, dès le premier jour, demander à ce qu'un gratte-ciel qu'on veut construire, et dès le fondement, voir le gratte-ciel. Ce n'est pas possible quand même. Mais le niveau de jeu, admettez quand même qu'il n'est pas rassurant. Vous savez, moi, madame, je vous ai dit tantôt que moi, les questions d'ordre technico-tactique, je les observe, j'en connais, mais ce n'est pas le lieu, indiqué pour moi d'en exposer. Mais ce que je sais, c'est que cette équipe-là est en train de faire un excellent travail. Il y a un bon travail qui est fait par le coach. Il y a un bon climat que tous les joueurs, sur lequel tous les joueurs sont tous d'accord. Maintenant, une équipe, ce n'est pas en une journée ou en 2 jours. Le Japon, si nous comparons les pays avec lesquels nous sommes dans la même poule, le Japon n'a pas mieux fait que nous. La Pologne n'a pas mieux fait que nous. Peut-être que la Colombie a fait un bon match contre la France, c'est clair. Mais les 2 autres adversaires n'ont pas fait mieux que nous en termes de match de préparation. Donc, il faut mieux être prêt. Je s'estime, c'est d'ailleurs une des phrases d'un grand coach. Il vaut mieux être prêt le jour du match que 2 jours avant le match. Parlons politique à présent. Ah, ce sera avec plaisir. Vous étiez responsable du Parti démocratique sénégalais à Kaffrine. Et du jour au lendemain, on vous a vu transhumer vers l'APR. C'est pas du jour au lendemain.
Ah oui? Madame, c'est pas du jour au lendemain. Donc, Je suis un libéral. d'un coup de maître, on vous a vu transimer je suis un libéral, vers l'APR. Je suis un libéral qui a accompagné le président Wade avec dignité, avec respect. Et je ne peux pas aujourd'hui jeter l'anathème sur tout ce que j'ai vécu au PDS, mais cette page-là, elle est tournée. À un moment historique de ma vie, au cours du référendum, j'ai assumé mes responsabilités. En disant ce que le président Macky Sall propose aux Sénégalais, je m'y retrouve parfaitement. Mieux, le cadre organisationnel du PDS à Kaffrine ne m'offrait plus un cadre d'épanouissement. Parce que moi, j'ai toujours estimé que mon leadership à Kaffrine est réel. Que j'ai des militants et des militantes, j'ai des responsables qui me permettent aujourd'hui de convoiter le leadership local à Kaffrine. Cela ne m'a pas été accepté par le PDS. Moi, je suis un homme très clair. Je ne suis pas du genre à me cacher. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que vous n'êtes pas rangé derrière le président Babacar Gaye? Je ne suis pas du genre à jouer. J'ai assumé de manière très claire ma responsabilité. J'aurais pu, comme beaucoup de gens, créer un mouvement, essayer de faire des ligues. J'ai dit au président Macky Sall que moi, je ne fais pas ça. Je vais à la paire parce que le parti qui m'était le plus proche du point de vue idéologique et du point de vue de ligne, même au point de vue sentimental, si on peut parler comme ça, c'était incontestablement la paire. Et je suis allé là-bas. Je me bats et un cadre d'épanouissement m'est offert, qui est correct. Quand le président Macky Sall a quitté le Parti démocratique sénégalais, pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Mais c'est le contexte là, encore une fois. En 2008, nous étions dans un système et j'ai estimé, le président Macky Sall en son temps, on s'était bien parlé. Je lui ai dit qu'à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'on puisse trouver les moyens de vaincre le président Wade au PDS. Ce n'est pas possible. Donc je considère qu'à 2 ans des élections, à 3 ans des élections, il fallait d'abord se battre pour nous maintenir au pouvoir et après lutter pour la réorganisation du PDS. Le président Macky Sall avait une autre vision. Il a estimé que l'heure était venue pour lui de créer son chemin et de se battre. Il nous a vaincus. Mais il faut en tirer les leçons. Aujourd'hui qu'il est au pouvoir, qu'il est un fils du libéralisme, fils même du président Wade. Mais notre devoir, à nous tous, c'est aujourd'hui, dans des voies différentes, de lui apporter un soutien pour que le libéralisme continue de gouverner ce pays. Et je considère que le libéralisme est la meilleure des voies pour développer le Sénégal. Même si le président Macky Sall est un libéral, vous avez quand même transhumé en quittant le PDS pour allier la paix. Vous savez, ce que vous appelez transhumé, moi ça ne me gêne pas. Vous savez, moi je ne suis pas des gens qui se complexent sur des mots. Moi, ce que je peux dire de très clair, j'ai quitté dignement le PDS et j'ai décidé de ne plus regarder le rétroviseur, de travailler au sein de la paix avec les forces dont je dispose, avec les moyens dont je dispose, avec mon engagement personnel pour montrer que je ne me suis pas trompé. Que j'ai changé de parti, si ce que vous allez appeler transhumé, je vous le concède. Oui. Pour en revenir au référendum qui vous a convaincu, les 14 points qui ont été proposés aux Sénégalais n'ont pas été appliqués. Je m'explique. Oui. Le chef de l'opposition, jusqu'à présent, que nenni. Mais d'abord, vous savez, le statut du chef de l'opposition, c'est pas Macky Sall qui l'a mis dans la Constitution. Wade lui-même l'avait mis dans la Constitution. Mais il l'a remis en faisant cette consultation citoyenne. Attendez. Ouais. Ce dispositif dans la Constitution, c'est Maître Wade qui l'a mis. Mais Maître Wade comme Macky Sall ont eu un obstacle. L'obstacle, c'est quoi? D'abord, il faut que l'opposition soit un bloc uni. Il faut que l'opposition accepte de discuter de ce statut-là. Parce que le statut est destiné à l'opposition. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si l'opposition refuse d'avoir un statut, si l'opposition refuse de discuter d'un statut, comment voulez-vous le mettre en place? Vous le mettrez pour qui? Et le cadeau empoisonné offert aux candidats indépendants avec ce parrainage qui revient à la charge. Ah non, c'est pas... Et avec des conditions beaucoup plus corsées. Non, c'est pas, madame, ce n'est pas un cadeau aux candidatures indépendantes. Non. Il faut relire l'histoire politique de ce pays. À un moment donné de l'histoire, le législateur sénégalais a pensé que les candidatures indépendantes, si on ne les encadre pas, risquent d'être une porte ouverte à des candidatures fantaisistes. On va avoir 20 candidats, 30 candidats. Et en son temps, on considérait que le parti politique était un cadre organisationnel qui avait le minimum. On a décidé, pour la présentation, pour le dispositif de qualification de candidature préalable au Sénégal, de mettre tous les candidats issus des partis ou des coalitions, ils n'ont pas de parrain. Ceux qui sont issus
du monde indépendant de la société civile, qu'il soit parrainé par 10 000 signatures au moins. Mais aujourd'hui, madame, cette question n'est pas politicienne. Cette question est importante. Cette question du parrainage. Madame, ce n'est pas une question politicienne. Aujourd'hui, madame, vous constatez avec moi qu'il y a combien de partis au Sénégal? Plus de 300 partis. Au moins 260. Au moins le 260. chiffre est dépassé de loin. Et certains partis politiques ne représentent pas 4 personnes parce que, au terme de la loi que nous avons, qui est aujourd'hui en application, si vous êtes 3 personnes, vous pouvez créer un parti politique. Et donc, est-ce que vous estimez juste que 3 personnes qui se réunissent et qui créent un parti politique, et demain peuvent librement présenter un candidat sur la base de... Ça n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Donnons aux Sénégalais l'opportunité de pouvoir choisir parmi beaucoup de candidats. Mais écoutez, je vais terminer. Ouais. Est-ce que vous pensez que ces 3 personnes qui ont créé un parti politique, leur donner l'opportunité de se présenter sur la base simplement de l'investiture de le parti, ils sont plus méritants, ils sont Sénégalais plus méritants que celui-là qui est dans la société civile, ou bien qui n'est même pas dans la société, qui est dans le monde libre, et qui a des Sénégalais et des Sénégalaises derrière lui, on lui demande, lui, 10 000 signatures, et l'autre, parce que simplement issu d'un parti politique, qu'il soit indemne de tout encadrement. Non. Le président a décidé. Et là, encore une fois, madame, oui, il faut vous souvenir qu'au sortir des élections législatives, tous les Sénégalais de bonne foi ont dit plus jamais ça. Qu'il avait créé, c'était la mouvance présidentielle. Beaucoup de ces listes, en tout cas, beaucoup de ces chefs de liste ont dit qu'ils ont été financés par la mouvance présidentielle. Vous ne voulez pas comprendre. Si vous voulez comprendre, vous me laisserez terminer. Oui, je vous laisse continuer. La première des choses, donc, le président a dit au lendemain de cette élection, et tout le monde l'avait écouté, que c'est quand même un danger pour la démocratie, pour la sauvegarde de notre démocratie. Il faut changer certaines choses. Sinon, on arrivera un jour où nous sommes bloqués à une élection. Ce qui s'est passé aux élections législatives, si ça répète à une élection présidentielle, ça va être bloqué. Et le président a donné le temps à l'opposition et à tous les partis politiques de se concerter. Est-ce que le président maintenant va être ligoté par des partis politiques ou par des politiciens qui veulent bloquer le système? Il a dit non. Il faut repenser le processus, le dispositif de qualification préalable de nos candidats. Ça ne nous touche en rien du tout. En rien du tout, madame. Ça ne touche en rien du tout le mode d'élection. Pour une question de courtoisie, si le même phénomène ou bien la même situation a été imposée au président Macky Sall en 2012, est-ce qu'il serait présidentiable ou bien est-ce que sa candidature aura été validée? Mais certainement sûr. Parce que qu'est-ce qui va avec se poser? Un parti non structuré comme l'APR en 2012. Mais non. Mais l'effet, c'est pas le parti, c'est les Sénégalais et les Sénégalaises qui sont prêts à vous apporter leur parrainage. C'est aussi simple. Et pour continuer mon explication, le parrainage n'est pas un monopole du Sénégal. J'ai entendu dire, oui, c'est un complot contre la démocratie, ou bien c'est contre la démocratie. C'est archi faux. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, dans tous les pays avancés de démocratie, ça existe. En Europe, le parrainage citoyen ou le parrainage d'élu. Mais à quelques mois de la présidentielle, ça donne des relents Mais qu'est-ce que vous voulez? Que vous soyez au pouvoir, oui, que vous sachiez le danger qui vous guette et que vous laissiez 50 candidats, 60 candidats se présenter. Il y a des relents de forcing. Pour simplement des fanfaronnades. Il y a des relents de forcing. Quel forcing? Nous sommes dans une démocratie. Le pouvoir exécutif fait ses projets de loi. L'Assemblée nationale vote la loi. Si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord, elle votera contre. C'est aussi simple que ça. Donc, avec la majorité mécanique, comment l'Assemblée nationale pourra voter contre cette loi le 19 avril prochain? Je considère même qu'une Assemblée nationale sensée ne peut pas voter contre cette loi. Parce que cette loi-là, c'est une exigence de transparence, mais c'est aussi une exigence d'équilibre parce que quand même, vous ne pouvez pas demander la Constitution garantie dans un de ses premiers articles d'ailleurs, l'égalité de tous les citoyens, et dire que à l'élection présidentielle, le candidat issu d'un parti inconnu n'a aucune exigence d'encadrement et que le candidat de la société civile ou bien le candidat indépendant, il faut qu'il ait 10 000 signatures. Madame, je pensais que vous devez être la première à défendre ce projet. Tous les Sénégalais de bonne foi qui ne sont pas dans la politique politicienne savent que c'est un projet qui renforce notre démocratie, savent que c'est un projet qui va sécuriser notre démocratie. Mais vous étiez là en 2000, vous étiez là en 2007, vous étiez là en 2012. Vous avez vu des candidats qui, après l'élection, sont partis, pas simplement poursuivis. Vous avez vu en 2012, le président Wade lui-même l'a dit après les élections, que des candidats qui ont été candidats au premier tour sont venus monnayer leur soutien au second tour. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu une porte ouverte à
à toutes les fantaisies. Il faut quand même, l'élection présidentielle, nous devons élire celui qui va présider au destin de la nation pour 5 ans. Oui. Si le pouvoir est animé par un souci de pragmatisme, pourquoi ne pas appliquer le bulletin unique? Vous sautez du coq à l'âne. Nous sommes en train de parler du parrainage. Oui. Je dis encore une fois. Le parrainage, n'est-ce pas, c'est pour filtrer les candidatures? Non, éviter des candidatures dans tous les pays du monde, les candidatures sont filtrées. Il n'y a aucun pays au monde, dites-moi un seul pays où les candidatures ne sont pas filtrées. Notre compatriote, qui est aussi français, Ramayad, a voulu se présenter, elle a fait toute sa campagne électorale. Mais en France, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut 500 élus qui te signent, qui te parrainent. Madame Ramayad a eu 363. Elle a été considérée par le Conseil constitutionnel comme non qualifiée. Une loi qui n'a pas été appliquée par un coup de tête. Encore à ce niveau-là, ce n'est pas un coup de tête, c'est sorti d'une analyse partant des élections de 2000, de 2007, de 2012 et partant aussi de ce qui s'est passé aux élections législatives. Ce n'est pas un coup de tête. Ça a été bien réfléchi et bien mis en place. Donc il n'y a rien qui soit contre la démocratie. Il n'y a rien qui soit contre la promotion d'une candidature. Les grands partis qui sont dans ce pays, quand même, on ne peut pas me dire que le PDS ou peut-être, parce qu'en fait, je ne connais que le PDS comme véritable parti d'opposition. Il y a le Réumi. Peut-être, et puisse pas rassembler 60 000. Maintenant, le débat, là où je suis d'accord avec vous, madame, le débat peut être axé sur le nombre de signatures. J'estime que le pouvoir doit quand même comprendre l'angoisse de l'opposition et ne pas mettre ça à 65 000. Parce que c'est des gens aussi qui sont cloîtrés à Dakar, qui depuis quelque temps ne vont pas dans les régions. Ils doivent remercier le président Macky Sall de leur donner l'opportunité d'un peu aller visiter le monde rural. Ne craignez-vous pas un 23 juin bis le 19 avril prochain? Surtout avec les menaces proférées par l'opposition. Je considère qu'on doit revenir à plus de sérénité, à savoir que le rapport de force n'est à l'avantage de personne, pouvoir comme opposition. Il y a des moments où nous devons discuter. Mais discutons là où nous devrons discuter. Le président de la République a maintes reprises lancé des appels au dialogue. C'est presque tombé dans l'oreille du sourd. Je n'ai jamais entendu l'opposition solliciter un dialogue sur une question précise. Or, l'opposition dans notre constitution est un rouage essentiel au fonctionnement de la démocratie. Je pense que rien n'est total pour discuter. Mais on ne discutera pas des principes. On discutera simplement des modalités. On peut discuter des modalités, de la mise en œuvre. Cette discussion-là, l'opposition ne doit pas avoir de complexe. Aller solliciter le chef de l'État, discuter avec lui, et pour que, maintenant, moi, vous savez, le 23 juin, je considère, j'étais dans le camp du président Wade. Je considère que c'est le président Wade qui a lui-même organisé le 23 juin. En quoi faisant? Non, parce que le président Wade a fait confiance à l'esprit démocratique de tout le monde, a autorisé une manifestation en disant ceux qui sont oui, mettez-vous à droite, ceux qui disent non, mettez-vous à gauche. Ça, c'est une fantaisie. Et cette fantaisie a failli mettre l'État à terre. Oui. Le président de la République, vous parlez du dialogue. Il avait une occasion inouïe pour convier l'opposition à une table de discussion. C'était au soir du 3 avril, à la veille de la fête de l'indépendance. Le chef de l'État a utilisé toutes les opportunités pour lancer un appel. Il est resté constant sur sa volonté de dialoguer avec son opposition. C'est vrai, il y a eu le message à la nation du 3 avril, mais il faut tirer la quintessence de la valeur du message du 3 avril. Le 3 avril, c'est d'abord une question, c'est d'abord une fête de la jeunesse et la fête de l'armée. Et si vous voyez, tout le discours du président de la République, il l'a axé autour des questions de jeunesse et questions d'armée. Le président de la République n'est pas un politicien forcené qui profite de tous les moments pour faire la politique politicienne. Si qu'il appelle ou qu'il n'appelle pas, tout le monde aujourd'hui connaît la volonté du président Macky Sall à parler avec son opposition. Si demain l'opposition estime, et je le rappelle, l'opposition doit jouer son rôle de rouage dans le fonctionnement de la démocratie. Si l'opposition estime qu'elle devrait discuter avec le président, même si c'est pour constater un échec de la discussion, mais il n'y a pas à avoir de complexe. Oui. Qu'ils en fassent la demande, le président le recevra. Avec un bilan aussi élogieux, comme le disent bon nombre de personnalités du pouvoir, pourquoi mettre des bâtons dans les roues des candidats à la présidentielle? Mais il n'y a aucun bâton ici. En quoi qu'est-ce que vous appelez bâton? Il y a un bâton qui s'appelle parrainage. Non, mais ça, je voudrais rappeler l'histoire du monde. C'est-à-dire, dites-moi, madame, quel est le pays avancé au monde qui n'a pas ce système de parrainage? Parrainage des citoyens
ou parrainage par des élus. Au contraire, on a voulu renforcer le principe d'égalité de tous les citoyens par rapport à une élection. Et ça, c'est le dispositif de qualification préalable. Même pour jouer un match de football, on vous demande d'avoir une licence. Et donc forcément, aussi pour participer à une élection présidentielle, il faut un minimum d'encadrement pour éviter des dérives. Ça, j'ai suffisamment répondu sur cette question. Donc il n'y a aucun bâton dans les roues. Ceux qui estiment pouvoir demain compétir contre le président Macky Sall, mais iront. Aujourd'hui au Sénégal, le vol d'élection, ou bien la fraude, tout ça c'est dépassé. Ceux qui le disent, c'est parce qu'ils préparent l'opinion. Mais les élections mal organisées sont toujours d'actualité si on se réfère aux législatives de 2017. Non, il y a eu quelques couacs qu'il faut reconnaître. Et tout le monde l'a reconnu en son temps. Maintenant, mais ces couacs-là n'ont pas travesti la sincérité de l'élection législative. On ne peut pas dire que les élections législatives, le PDS ou le Réumi ou le grand parti l'ont gagné. Non, on ne peut pas le dire. C'est clair que si on regarde simplement les résultats, si on regarde après, mais fortement, il y a eu des difficultés avec les cartes d'identité. Moi-même, je n'ai pas pu retrouver ma carte d'identité. C'est lié à des difficultés techniques que le ministre de l'Intérieur d'alors avait expliqué. Mais vous faites partie de l'un des rares responsables apéristes qui n'ont pas reçu leur carte d'identité. Ah non, cela n'est pas exact. Je vous dis, madame, cela n'est pas exact. Il y avait... Comment, à partir du ministère de l'Intérieur, qu'on peut savoir qui vote à pair et qui ne vote pas à pair? Moi, je me le demande. Expliquez-moi. Comment le ministre de l'Intérieur, à partir seulement de prénom et de nom, qu'il puisse savoir, à moins qu'il ait un don dont vous êtes le seul porteur, qu'il puisse savoir que tel militant va voter pour la paire ou pas. Non. C'est des difficultés techniques qui doivent trouver des solutions dans la gestion du processus électoral. À Fatick, on a eu beaucoup de distribution de cartes d'électeurs comparées à Touba. Je ne suis pas au courant de cela. Moi, je ne prévois, je prends acte sous réserve de vérification. Le substantif électeur inclus dans le nouveau projet de loi fait penser aux présidentiables comme Khalifa Ababacar Sall, Karim Wade. Dans une démocratie, doit-on modifier la constitution ou bien le code électoral en fonction des circonstances politiques du moment? Mais non, madame, encore une fois. Comment? Pourquoi vous dites le substantif adjugé pour dire que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être électeur? Oui. En quoi ça vise Khalifa Sall ou Karim Wade? Il est sous les liens de la détention. Khalifa Sall, Karim Wade, il est en exil. Qui vous a dit qu'il est en exil? Et il est le candidat du Parti démocratique sénégalais. Mais encore que, même s'il est en exil, il y a quand même des commissions dans les pays étrangers. Je rappelle que Karim Wade a une double nationalité. Il a une nationalité sénégalaise, il est une nationalité française avec sa maman. Donc qu'est-ce qui l'empêche d'aller en France et de s'inscrire? Si Macky Sall peut l'interdire de venir au Sénégal, mais il ne peut pas l'interdire d'aller en France. Ça aussi, il faut terre à terre, il faut comprendre les choses. Quand maintenant on a son dessin ou son calendrier politique, on le suit. Mais revenons à la question principale. Ouais. Madame, est-ce que vous savez que pour être maire de Kaffrine, il faut être électeur dans la commune de Kaffrine? Pour être maire de Thiès, il faut être électeur de la mairie dans la commune de Thiès. Oui. Comment voulez-vous être président du Sénégal alors que vous n'êtes même pas électeur au Sénégal? Ça, c'est une incohérence que le président a corrigée. C'est une simple correction. Ça ne vise personne. Oui, mais tous les candidats qui briguaient le suffrage des Sénégalais une fois, aux présidentielles précédentes votaient dans les bureaux de vote. Oui, c'est parce qu'ils étaient électeurs. Oui. En quoi donc ça Pourquoi revenir vous me donnez à cela? Même du grain, vous ajoutez de l'eau à mon moulin. Pourquoi revenir à cela? Mais non, aujourd'hui, il faut le formaliser. Oui. Parce que gouverner aussi, c'est prévoir. Demain, quelqu'un qui n'est pas inscrit sur nos listes vient dire que je suis candidat à l'élection présidentielle. Il ne voudra même pas. Analyse beaucoup plus approfondie. Nous allons penser à Khalifa Sall parce que lors des législatives, il était la tête de liste de la coalition Tahaou. Mais Khalifa Sall est sur les listes. Khalifa Sall est sur les listes. Oui, il était. Khalifa Sall est sur les listes. Il n'a pas voté. Mais ne pas voter ne veut pas dire ne pas être sur les listes électorales. Khalifa Sall est sur les listes. Khalifa Sall vote depuis Matousalem. Ouais. Il n'a pas besoin de se présenter à une commission pour renouveler sa carte. Dès qu'il est là-bas, s'il n'y a pas une demande de radiation, il ne sera pas radié. Donc, ça ne touche pas Khalifa Sall. Ça ne touche pas Karim Wade. Il faut être électeur et ça, c'est une avancée démocratique pour sécuriser la fonction de président de la République. Pour cela, il faut être de bonne foi pour le penser. Ce n'est pas une question de bonne foi, il s'agit d'être logique et juste. La justice veut que, je te l'ai rappelé tout de suite, pour être maire de Kaffrine, toi là, madame, vous-même, excusez-moi de vous tutoyer, mais est-ce que vous pouvez être maire de Kaffrine?
vous ne pouvez pas l'être. Parce que vous n'êtes pas inscrit à Kaffrine. Donc vous voulez demain être président du Sénégal, à Kaffrine, alors que les listes électorales... Il s'agit d'élections locales. Mais c'est simplement territorialement circonscrit. Oui. Maintenant, dans le territoire de la commune de Kaffrine, vous ne pouvez pas être maire sans avoir la carte. Et vous voulez dans le territoire national être président de la République alors que tu ne t'es jamais inscrit sur une liste électorale sénégalaise. On va parler du secteur éducatif. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent ça? C'est logique ça, madame? Non, pardon, il faut parler en toute honnêteté. Est-ce que c'est logique ça? On va parler d'autre chose. À Ziguinchor, la marche des enseignants affiliés au G6 a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Cela ne fait-il pas désordre dans un pays réputé démocratique, voire pacifique? Oui, moi je suis partisan. Je suis pour le principe de la liberté de marche. C'est d'ailleurs inscrit dans notre constitution de 2001. C'est inscrit dans la constitution, mais cette liberté, est comme toutes les libertés du monde, elle est encadrée. Il faut aussi, moi je suis un enseignant de métier, j'ai été enseignant, j'ai enseigné au moins 10 ans. Tout ce qui touche les enseignants me touche. Mais fondamentalement aussi, nous sommes dans un état de droit. La liberté est consacrée par la Constitution, mais on vous demande de faire la déclaration préalable. Ce n'est pas d'autorisation, mais de faire la déclaration préalable. Cela a été fait par les enseignants. Non, il y avait même eu une autorisation préfectorale. Non, le préfet ne peut pas autoriser. Le préfet n'autorise même pas. Simplement, il vous notifie votre liberté de marcher. Mais il n'autorise même pas. Ce qu'il peut, c'est interdire. Si il y a des signes de manifestation, de troubles à l'ordre public, si le préfet estime qu'il n'est pas dans les conditions de pouvoir assurer la sécurité de tout le monde. Et ça dépend du pouvoir discrétionnaire du préfet. Je considère que nous sommes dans un pays démocratique, que les gens expriment leur mécontentement et parfois même leur joie. Il faut leur laisser le soin de le faire. Maintenant, simplement respecter les règles préalablement édictées. Kaffrine, votre base politique est très convoitée par aussi bien le pouvoir que par l'opposition. Dans la mouvance présidentielle, y a-t-il une guerre entre responsables? Non, mais convoitée par le pouvoir et l'opposition, peut-être. Si. Mais je ne sens pas l'opposition là-bas. Il y a le PDS dirigé par le président Babacar Gaye, qui est assez actif. Il y a aussi Mme Matassi Diallo, qui représente le grand parti. Le PDS a une représentation fantomatique maintenant à Kaffrine, c'est clair. Mme Matassi Diallo, comme le président Babacar Gaye, pour lesquels j'ai du respect et de la considération, sont totalement dans le passé à Kaffrine. Maintenant, on peut, sur les plateaux de télévision, porter la parole d'un parti, ou bien s'exprimer au nom d'un groupement, d'un parti, ne veut pas dire représentativité à la base. Ce qui est sûr, c'est que si les élections se passent aujourd'hui, le président Macky Sall gagnera toute la région de Kaffrine. L'APR est-il en phase avec le maire de Kaffrine qui est oui, du mais Parti socialiste? Vous savez, parfois on marche séparément. Mais quand il s'agit de frapper, nous frapperons ensemble. Le maire Abdoulaye Wilane, nous avons eu des divergences dans le passé, qui sont aujourd'hui très largement aplanies. À la veille des élections législatives, que ce soit le président de la République, le président Macky Sall, que ce soit le président Ousmane Tanor Dieng, que ce soit le premier ministre Mohamed Abdoulaye Dionne qui a dirigé la liste, tous se sont investis pour que toutes les forces se retrouvent. Les forces aujourd'hui se sont retrouvées. Les quelques divergences aussi que nous avions au niveau de notre parti, vous savez, nous allons vers une élection présidentielle, tous les sacrifices nous les ferons pour que tout le monde aille ensemble, pour que nous tous, quelles que soient nos divergences et même parfois nos difficultés par le passé, que nous nous retrouvions autour de l'essentiel. En tout cas, personnellement, je ne ménagerai aucun effort et je suis prêt à tous les sacrifices pour que tous nous soyons ensemble et que le président Macky Sall gagne au premier tour. Oui, Tansi. Merci à vous, Abdoulaye Seydou Sow. Je rappelle que vous êtes administrateur civil, vice-président de la Fédération sénégalaise de football et responsable de l'APR à Kaffrine. On s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. C'est moi qui vous remercie et je pense avoir eu le plaisir de répondre à toutes vos questions, à votre satisfaction, à la satisfaction des éditeurs. S'il y a quelque chose d'incohérent ou bien qui a choqué, je voudrais m'en excuser. L'intention n'était pas telle. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination, Ousseynou Sall pour la décoration, sans oublier notre ami et frère René Charles Fall pour les conseils et l'encadrement.
excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.